Je suis Joëlle de Mougeot-Lebel, je suis effectivement présidente de la section France de l'AIPU, donc l'Association internationale de pédagogie universitaire. Je suis par ailleurs en charge depuis bientôt 14 ans, dans quelques semaines, de la question de la pédagogie au sein de mon établissement. Et je suis par ailleurs chercheur en éducation au sein d'un laboratoire qui s'appelle l'IREDU, Économie et Sociologie de l'éducation. Et mes activités de recherche sont effectivement sur les enseignants-chercheurs et plus particulièrement en fait sur leur développement professionnel et plus spécifiquement encore sur la construction de leur savoir enseigner. Ce que j'étudie depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est comment en fait les enseignants et les enseignantes formés par et pour la recherche à travers le cursus de doctorat deviennent enseignants. Alors, ce que je regarde en particulier, c'est comment ces pratiques d'enseignement se construisent et puis quelles sont les modalités, formelles ou informelles, qui vont participer à la construction de ce savoir enseigner universitaire. C'est une question récente, c'est une question de recherche qui, en tout cas dans le contexte français, a encore été peu étudiée. Et donc, en fait, mes travaux d'appui sont essentiellement sont internationaux et voir comment les choses se développent. Alors, du coup, à l'invitation d'Antoinette Bouziane, je vais poser une sorte de cadre à cette journée, puisque l'intitulé de la journée, c'est effectivement à chacun son parcours. Je crois que c'est chacune son parcours. Ce que je vais poser comme cadre, c'est finalement qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ces fameux parcours, ce développement professionnel pédagogique qui sert à construire son savoir enseigner à l'université. J'aborderai deux questions. Comment devient-on enseignant? Et puis, qu'est-ce qu'il existe? Quel dispositif, formel ou informel? Puisqu'on va voir que jusqu'à présent, dans le contexte français, on était plus sur des dispositifs informels que sur des dispositifs formels. Qu'est-ce qui est mis en place pour soutenir ce développement professionnel pédagogique? Quels principes, quels éléments en fait sont constitutifs de ces dispositifs? Et puis, si j'ai un petit peu de temps, je vous parlerai de ce qu'on sait aujourd'hui sur les effets de ces dispositifs sur justement la construction du savoir enseigné universitaire. Alors, je vous parle de savoir enseigner universitaire, la terminologie n'est pas fixée, on va parler de savoir pédagogique, on va parler d'expertise pédagogique. Ce qu'on sait aujourd'hui, ce que la recherche nous dit aujourd'hui, c'est que c'est un modèle qui est tridimensionnel. En appui sur les travaux de Schulman, on sait qu'il est constitué essentiellement de deux parties. Les savoirs pour enseigner, les savoirs à enseigner, excusez-moi, les savoirs disciplinaires, et les savoirs pour enseigner, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, quelles sont mes pratiques, qu'est-ce que je mets en œuvre pour enseigner. Et puis, les travaux de Denis Berthiaume, à partir de 2007, ont intégré une autre dimension au modèle de Schulman. Lui, il dit qu'il y a une forte part d'épistémologie personnelle. Alors, il entend l'épistémologie personnelle comme un ensemble, en fait, à la fois de savoir, de croyances, d'expériences sur ce qu'est l'apprentissage, comment se développe l'apprentissage, et donc comment, moi, en tant qu'enseignant, je vais construire mes enseignements pour aider au développement des apprentissages des étudiants et à l'évaluation de ces apprentissages. Parce qu'il n'y a pas simplement ce que je mets en place, il y a aussi ce que moi je dis en tant qu'enseignant, des apprentissages réalisés ou non par les étudiants à l'issue des enseignements. Et donc, c'est ce modèle tridimensionnel qui constitue ce qu'on appelle aujourd'hui le savoir pédagogique disciplinaire, savoir enseigner, etc. Donc, ceci posé, en fait, comment ce corpus, comment ce savoir enseigner universitaire se construit? Alors, ça pose la question du développement professionnel pédagogique. Et quand on parle de développement professionnel pédagogique, on a un peu tendance à dire finalement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas grand-chose. En l'absence, jusqu'à aujourd'hui, en France en tout cas, de dispositifs formels, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, je reprendrai bien les mots de Jean-Marie de Quetel d'il y a déjà 20 ans, qui disait « L'idée trop répandue qu'il ne se passe rien est erronée. Il se passe quelque chose, mais quoi ?» Je reviens sur la notion de développement professionnel pédagogique. Alors, le concept s'étend sur un territoire lexical assez vaste. On va parler de formation continue, on va parler de perfectionnement, on va parler de formation professionnelle, on va parler de développement pédagogique. En tout cas, pour le développement professionnel pédagogique, c'est autant de termes qui vont renvoyer à la même sphère conceptuelle. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est un processus transformatif d'apprentissage.
Et que ce processus, il peut être individuel, je me développe professionnellement, seul, ou il peut être collectif, nous nous développons professionnellement ensemble. Ce qu'on est un peu en train de faire aujourd'hui en participant à des ateliers autour de qu'est-ce que je peux faire pour enseigner. Enfin, Antoinette nous a cité le nombre d'activités qui seraient réalisées aujourd'hui. C'est ce qui se passe aussi dans les communautés de pratique, etc. C'est un processus qui va se dérouler dans un environnement social ou systémique. Le développement professionnel pédagogique des enseignants n'est pas totalement détaché de la réalité du modèle d'enseignement et des disciplines. Il est fortement impacté par la discipline dans laquelle on évolue. Le développement professionnel pédagogique ne va pas être identique dans telle discipline et dans telle autre discipline. Il est intentionnel ou fortuit, on peut effectivement choisir et être conscient du fait qu'on est en train, par exemple, de passer à une journée consacrée au développement professionnel, ou on peut être dans, en fait, la réalisation d'actions qui ne nous apparaissent pas de prime abord comme participant à notre développement professionnel, mais qui cependant en font partie. Alors, on a aussi l'idée qu'il est nourri d'éléments variés, c'est-à-dire quand on est dans un processus de développement professionnel, on va effectivement avoir recours certes à nos conceptions, certes à nos expériences, certes à des habiletés qu'on va mettre en place, mais aussi des valeurs, nos approches d'enseignement, etc. Approches et stratégies d'enseignement que je distingue de style d'enseignement. Il se déroule dans une temporalité qui est indéfinie, mais qui s'inscrit effectivement sur un continuum. Et puis, la finalité de ce développement professionnel, j'ai un peu l'impression là d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est quand même bien de conduire l'enseignant à modifier sa pratique et ou son identité professionnelle d'enseignant. Donc c'est sur la base d'un certain nombre de travaux qui vont dès avant l'année 2000 jusqu'à ces dernières années qu'on arrive à avoir cette définition, certes pas parfaitement figée, de ce qu'est le développement professionnel pédagogique aujourd'hui. Alors je précise une chose, si on regarde la traduction littérale du Faculty Development anglophone, on ne parle pas de la même chose. En effet, le Faculty Development anglophone va lui parler de ce que met en place l'institution, des dispositifs qui existent pour se développer professionnellement. Quand l'acceptation francophone du terme, et là je m'appuie sur les travaux de Freinet, Jorot et Poumet, dit mais en fait c'est le développement professionnel du point de vue de l'individu. Et donc ce dont je parle là, c'est le développement professionnel pédagogique du point de vue de l'individu et non pas du point de vue de l'établissement ou du groupement d'établissements qui va proposer quelque chose qui est l'acceptation anglophone du terme. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a a priori 3 modalités de développement professionnel pédagogique. Alors, modalités distinctes, mais qui cependant peuvent se combiner. L'apprentissage en situation, qu'on pourrait qualifier d'expérientiel, j'ai mis l'expérientiel entre guillemets, puisque la question de l'expérientiel invite, et si on s'appuie sur le modèle de Kolb, à une réflexion sur ce que j'ai appris, à une analyse et à une pratique réflexive sur ce qui a été réellement réalisé. En fait, l'apprentissage expérientiel, c'est le modèle, c'est en apprend qu'on apprend à enseigner, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, etc. C'est un système d'essai-erreur. Tiens, j'ai fait ça, ça a fonctionné, ou moins bien. Quand on est dans une analyse réflexive, on se dit qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je réessaye, etc. Ou simplement se limiter au constat de dire ça n'a pas fonctionné, je ne le ferai plus. L'apprentissage en situation est aussi nourri par une certaine hérédité pédagogique. J'avais eu l'occasion de travailler là-dessus, et un article a été publié l'année dernière, autour d'une enquête qualitative auprès de jeunes enseignants universitaires, donc ayant entre 1 à 3 ans d'expérience professionnelle en tant qu'enseignant, et où on se rendait compte que la première source de développement professionnel, la première source de ce qui nourrissait leur savoir enseigner universitaire, c'était ce que j'ai qualifié d'hérédité pédagogique. Je fais comme ça parce que dans ma discipline on fait comme ça, ou parce que mes collègues m'ont dit de faire comme ça, ou parce que mes professeurs ont fait comme ça.
Et alors cette hérédité pédagogique, elle est aussi nourrie par autre chose qui est en opposition à. Non pas en opposition à ce que font mes collègues, non pas en opposition à ce que je pense qu'on fait dans ma discipline, mais en opposition à j'ai eu des enseignants qui ont fait comme ça, moi ça ne m'a pas convenu, j'ai détesté ou c'était pas bien, etc. Donc je fais autrement que ce que j'ai vécu et qui ne me convenait pas quand j'étais étudiant. C'est ce que Raymond appelle des boucles de reproduction qui peuvent être vertueuses ou des boucles de reproduction qui peuvent être vicieuses. Alors n'entendez pas vicieux au sens le pire du terme, mais au sens de finalement on va reproduire des pratiques, parce que c'est les pratiques dans notre discipline, c'est celles qu'on a vues et qu'on a vécues, pratiques qui finalement ne vont pas dans le sens forcément de plus d'apprentissage pour les étudiants ou des apprentissages plus en profondeur ou de meilleure qualité. Et donc ce modèle-là, cette modalité-là de développement professionnel pédagogique, elle est soit fortuite, bon, on va faire comme ça, on va essayer, ou provoquée. Je décide sciemment de faire de cette façon-là. Et elle fonctionne essentiellement individuellement. Certes, en appui sur l'environnement social, mais essentiellement, c'est moi qui m'organise, c'est moi qui choisis de faire comme ça. Le deuxième point, la deuxième modalité connue, c'est celle qui relève du soutien et de l'accompagnement par les pairs. Alors tout à l'heure, Antoinette nous a présenté de nombreuses personnes, quel que soit le nom qu'on leur donne, mais en tout cas de gens dont le travail, dont le métier est d'accompagner les enseignants dans leur pratique pédagogique, dans leur changement de pratique pédagogique ou dans leur réflexion autour de leur pratique pédagogique. Ici, ce n'est pas de cela qu'on parle, hein, ces accompagnateurs ou ces soutiens des pairs, ce sont des collègues. Ce sont des collègues souvent plus expérimentés. Alors c'est typiquement ce qu'il y a comme dans le... Pardon, excusez-moi. C'est typiquement ce qu'il y a dans le mentorat, même si ça ne porte pas son nom, dans le tutorat d'un enseignant qui va, j'allais dire prendre sous son aile, c'est peut-être un peu extrême, mais avec qui un jeune enseignant va travailler, un enseignant plus expérimenté qui va dire moi je faisais comme ça, essaye comme si, ça a marché ou ça n'a pas marché, ou ne fais surtout pas ça. C'est typiquement un enseignant plus expérimenté qui peut donner ses cours à un enseignant plus jeune en lui disant voilà, moi quand je faisais ce cours-là, voilà ce que je faisais. Hein. Donc là on a un document papier le plus souvent, accompagné éventuellement quelques conseils, etc. Et là, c'est très, très fortement socialisé, puisqu'on est vraiment là dans la reproduction de pratiques existant au sein de la filière et de la discipline. Ce processus-là, il est plus ou moins collectif, parce qu'on parle rarement de collectif. Cet après-midi, je crois que vous avez un atelier sur les communautés de pratique. On ne parle pas là de communauté de pratique, on parle là de duo, éventuellement peut-être de trio, mais c'est bien rare. Le plus souvent, ça se passe entre deux personnes. Et puis, dernière modalité du développement professionnel pédagogique, c'est la question des actions de formation formelle. Alors là-dedans, sont des choses très diverses qui peuvent aller de conférences, en passant par des ateliers, en passant par des séminaires, etc. Et là, la question de l'accompagnement, qui peuvent aussi passer par un accompagnement par un tiers. Quand tout à l'heure, Antoinette a fait se lever les gens qui participaient à cet accompagnement, on était là, effectivement, dans un tiers externe, conseiller, ingénieur, enfin bon, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui va effectivement accompagner la personne dans son développement professionnel pédagogique. C'est provoqué, c'est rarement fortuit, hein, il y a une démarche d'intention de l'enseignant d'aller voir le service qui va pouvoir l'aider. Et en fait, ça peut être individuel, quand c'est le cas de l'accompagnement de conseil et qu'on va suivre un enseignant pendant un certain temps et qui va venir poser des questions sur son enseignement, réadapter des choses, etc. Ou ça peut être collectif, quand il s'agit de sessions. Tout à l'heure, on parlait du certificat qui s'appelle Certifiance, je crois, hein, chez vous. On va être là plutôt dans quelque chose de collectif, avec un groupe constitué et où on va travailler ensemble. Alors, où se situe aujourd'hui la France dans ces trois modalités ? Alors aujourd'hui, 5 septembre, 6 septembre 2018, on est sur une sorte de passerelle, hein, puisque Antoinette nous a dit que déjà l'année dernière, il y avait eu le certificat mis en place, depuis le décret du 9 mai 2018 et l'arrêté qui a suivi, et on a de nombreux établissements en France qui ont commencé une année zéro, j'allais dire, avant la mise en place du décret.
Donc, quand je dis aujourd'hui, on va dire quelque part sur ce pont, mais jusqu'à présent, les modalités de développement professionnel pédagogique des enseignants universitaires français étaient essentiellement la modalité d'apprentissage en situation. Donc très fortement contextualisée et avec une difficulté en raison d'une méconnaissance, effectivement, et c'est bien normal, de bon nombre d'enseignants de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur l'apprentissage, que ce soit en psychopédagogie, que ce soit en neurosciences, etc. Et donc, en fait, on était plutôt là. On ne sait pas dire, en l'état actuel des choses, ce qu'il en est de l'accompagnement et du soutien par les pairs, puisque c'est quelque chose qui n'est pas caché au sens où on ne veut pas le montrer, mais ce n'est pas quelque chose de visible. On ne sait pas dire qui a recours à quel collègue, est-ce que la personne a recours à un collègue, comment ça se passe, etc. La recherche, enfin, ce n'est pas du tout visible, et donc on ne sait pas dire aujourd'hui ça, et la recherche ne peut pas en dire grand-chose. Elle peut dire que ça existe, mais elle ne peut pas le quantifier, et en plus dire quels en sont les effets. Et puis, dernier point, les formations formelles, ben là, on a vraiment une augmentation importante en France de cette modalité-là. Je ne sais pas si je le disais, mais moi j'exerce ces fonctions-là et je travaille cette question-là depuis 2014, et je peux vous dire qu'il y a eu un énorme changement au cours des 14 années qui viennent de s'écouler à ce sujet. Alors, ces modalités, en fait, quand on regarde la question de la dernière modalité, c'est-à-dire le soutien, qu'est-ce qui est proposé, mais en fait, à travers le monde, on a un contexte global qui conduit en fait de plus en plus les universités à se préoccuper de soutenir les universitaires dans leur développement professionnel. En 2008, ANSTES avait réalisé un important travail de recension de qu'est-ce qui se fait à travers le monde, travail que j'ai eu l'occasion de compléter plus récemment. Alors, ce soutien est devenu vraiment pratique courant dans nombre d'établissements, et on a pu distinguer à peu près 4 niveaux de soutien. Alors, le premier niveau, c'est, donc le premier à votre gauche, c'est un niveau où il n'y a pas ou très peu d'établissements qui sont engagés dans le soutien au développement professionnel pédagogique de leurs enseignants. C'est le cas où il y a quelquefois des apports locaux, certains établissements peuvent le faire. Dans ces apports locaux, c'est offert à tous les volontaires, c'est-à-dire qu'il existe quelque chose qui est proposé, et puis les gens viennent, ne viennent pas, voilà. C'est souvent confondu, c'est souvent mêlé avec le service qui s'occupe de toutes les formations de l'établissement, aussi bien en hygiène et sécurité que dans une autre partie. Alors, c'est aujourd'hui le cas en Amérique latine essentiellement. Alors, j'ai écrit l'Afrique, c'est impropre, puisqu'on pourrait distinguer des situations variables dans un certain nombre de pays d'Afrique. Je me suis permis d'écrire l'Afrique pour ne pas donner un par un les pays d'Afrique. C'est le cas dans l'Europe méridionale ou l'Europe du Sud. Le deuxième niveau, identifié, il y a plus d'établissements qui proposent du soutien. La participation des professeurs est là toujours volontaire. C'est-à-dire les établissements sont plus nombreux, les professeurs sont toujours volontaires. L'effort est local, donc c'est les établissements qui mettent en place quelque chose et reposent très fortement sur la vision que l'établissement a de l'enseignement, de la pédagogie et du développement professionnel pédagogique. On peut trouver dans ces cas-là nombre d'universités pour qui l'enseignement n'est peut-être pas la priorité de l'établissement, ces universités-là se positionnant plutôt comme des universités dites de recherche. Les programmes sont offerts à tous, ils sont crédités de manière variable, c'est-à-dire suivant la politique d'établissement, on peut accorder du temps à la personne pour s'y rendre avec une décharge d'horaire d'enseignement ou pas, enfin c'est des situations qui sont assez variables. Et on constate que dans ces cas-là, on a entre 20 et 35% des professeurs qui participent à un programme complet, puisque l'offre est en général variable, ça va d'ateliers courts à programmes plus complets d'un certain nombre d'heures, et dans ce cas-là, on a en moyenne à peu près entre 20 et 35% d'enseignants qui participent. Alors c'est une situation qui existe aux États-Unis, qui existe en Suisse, qui existe en Allemagne et qui existe aussi en Belgique. Troisième point, en fait, on est là dans une situation où presque tous les établissements proposent du développement professionnel pédagogique.
Donc presque tous, ça veut dire qu'il y a de nombreux établissements engagés, ça veut dire qu'elle est dans un certain nombre d'établissements obligatoires, par exemple pour les néo-enseignants. Ça veut dire qu'il y a des programmes conséquents qui peuvent aller jusqu'à 175, 200 heures de formation. Ce n'est pas uniquement ces programmes-là, mais il y a jusqu'à ce volant de programmes-là. Les modalités sont variées, on va retrouver aussi bien des ateliers, des conférences, la mise en place d'un portfolio pour valoriser la carrière, une pratique réflexive, de l'accompagnement, etc. Donc il y a vraiment une très grande richesse de dispositifs proposés. Et puis, dans un certain nombre des pays concernés, la preuve de ce développement professionnel pédagogique, la preuve de participation au dispositif de développement professionnel pédagogique est nécessaire pour une promotion, pour une titularisation, etc. Alors là, on est typiquement dans des pays comme le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Il y en a d'autres, pays du Nord, la Norvège, le Danemark. Dernier niveau de soutien au développement professionnel, qu'on pourrait qualifier du plus complet, c'est une obligation nationale. Tous les établissements sont engagés. Ce n'est pas forcément leur politique spécialement. Après, ils peuvent la mettre en place d'une certaine façon. Mais tous les établissements sont engagés. Il y a des accréditations pédagogiques qui sont obligatoires pour enseigner. Alors, c'est par exemple le cas dans un cadre de référence nationale, c'est par exemple le cas au Royaume-Uni, qui, depuis le rapport Deering de 1997, a rendu obligatoire la formation pédagogique des enseignants, a créé un cadre national de référence, qui pourrait s'apparenter à ce qui vient de sortir la semaine dernière, mais c'est un petit peu plus affirmatif que balise pour, ça s'appelle vraiment cadre national de référence, et c'est quelque chose sur lequel les établissements s'appuient pour former et diplômer, puisque là il faut avoir cette accréditation-là, pour pouvoir enseigner. Et c'est aussi le cas de la Norvège. Voilà, donc on voit qu'il y a à travers le monde des niveaux de soutien divers et variés au développement professionnel pédagogique, et que la France, alors je reviens, ça fait un peu ancien combattant, j'en suis désolée, mais je reviens sur mes 14 années d'expérience. On est parti du pilier 1, mais l'extrême du pilier 1, et puis on s'en va doucement vers les autres piliers. Et alors on se rend compte que finalement, on aurait, nous, un modèle, là, aujourd'hui, début septembre 2018, qui prendrait des choses un peu dans tous. Puisque si vous regardez le point 4, avec l'obligation de formation, c'est bien de ça dont il est question dorénavant, dans le cadre du décret du 9 mai 2017. Mais quelque part, on va encore retrouver aussi la question de l'effort local pour le soutien au développement professionnel auprès des enseignants qui ne sont plus des néo-enseignants, auprès des maîtres de conférences qui ne sont plus des maîtres de conférences stagiaires. Et d'ailleurs, si on regarde la deuxième partie du décret, qui parle des enseignants dans la formation continue, c'est-à-dire les MCF de l'année 2 à l'année 5, on revient dans un modèle plutôt 1, 2. Donc vous voyez, quelque part, nous, on ne peut pas dire on est là ou on est ici, mais on est un petit peu un mélange de tout ça. Donc on va créer notre propre modèle, ce qui continuera à faire dire à nos collègues étrangers qu'il faut toujours qu'on se singularise. Voilà, donc... Alors, ces dispositifs, en fait, ils vont s'appuyer sur des principes et sur un certain nombre de perspectives. Alors, on va voir qu'il y a deux perspectives, en fait. Si on regarde, si on remonte jusqu'à il y a effectivement 40 ou 50 ans, puisque dans certains pays, il y a 40 ou 50 ans qu'on se préoccupe du développement professionnel pédagogique des universitaires, et on voit que se sont succédées deux choses différentes. On avait au départ plutôt une vision du teaching scholar, c'est-à-dire qu'il s'agissait en fait, alors d'ailleurs un célèbre ouvrage de cette période-là s'appelle Teaching Tips, trucs pour enseigner, d'un certain monsieur McKitchie, Wilbert de son prénom. On en est, je pense, à la 13e ou 14e édition, je ne sais plus. Comment ? 16e. Bon, j'ai 3 numéros de retard, mais bon. Donc en fait, quand Christelle nous dit 16e, ça veut quand même bien dire qu'il y a quelque chose qui était là et qui fonctionne toujours. Donc là, c'est plutôt trucs et ficelles pour enseigner. Alors, n'entendez pas trucs et ficelles pour enseigner un peu de manière péjorative. Mais l'idée, c'est plutôt qu'on va essayer d'appliquer des modèles existants en disant, là, dans cette situation-là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut le faire comme ça, etc. Ce que certains ont qualifié de modèle additif de formation,
et non pas de modèle transformatif de formation. C'est-à-dire qu'on va ajouter des savoirs, des compétences au référentiel du savoir enseigné de l'enseignant, mais avec peut-être pas assez, enfin en tout cas c'est ce qui est reproché à ce modèle-là, peut-être pas assez d'analyse, et certains travaux montrent qu'il y a comme une sorte d'application mécanique de ces teaching tips qui laisse un peu insatisfait les enseignants parfois. Et donc on voit se développer, on a vu se développer, c'est pas récent, hein, à la suite du modèle additif et du Teaching Scholar, le SOTL. Le SOTL, Christelle va vous en parler après moi, donc je vais être très brève sur cette question-là. L'idée est là que ce n'est pas un système de trucs et astuces, c'est se fonder en fait sur une approche qui vise à la fois à valoriser la fonction enseignante, mais aussi à développer des compétences sur la base d'un questionnement et d'une analyse réflexive. Et donc avec un système de boucle itératif, avec une démarche complète qui va effectivement prendre appui sur des modèles théoriques, analyser les actions, l'enseignant va analyser, accompagné ou seul, hein, va analyser les actions qu'il réalise, va pouvoir du coup réadapter. Bon, c'est sur la base du modèle dit de pratique réflexive de Schoen, et je ne vais pas aller plus loin, puisque Christelle va l'expliquer, mais juste vous dire qu'en fait, on a vu deux conceptions de perspectives différentes, soit j'applique des choses, soit je suis plus dans une analyse globale de ce que je fais, et plus documentée sur la base de la recherche. Ensuite, qu'est-ce qui fait qui finalement pourrait faire que les dispositifs formels de formation pédagogique, en fait, soutiennent le développement. Je vous ai mis la liste des travaux sur lesquels je m'appuie pour ça. Ça permet de sortir à peu près 4 piliers. Le premier pilier, c'est celui de l'isomorphisme. L'idée, c'est d'être cohérent entre le fond et la forme. Faire une conférence magistrale pour expliquer aux enseignants combien les méthodes actives en pédagogie sont efficaces, c'est quand même un petit hiatus. C'est des méthodes... Le principe d'isomorphisme veut aussi que ce soit des méthodes non normatives. Et donc ça peut s'éloigner des teaching tips dont je parlais. C'est des modèles, en fait, qui vont s'appuyer sur des données probantes en éducation. Donc, premier principe, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait et documenter ce qu'on fait. Deuxième principe, un principe de contextualisation. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour soutenir le développement professionnel pédagogique, il faut aussi qu'on, j'allais dire respecte, le mot est fort, mais qu'on s'inscrive dans, effectivement, les modes de développement habituels des enseignants. Comment, jusqu'à présent, donc on disait qu'il y avait 3 modalités, hein, l'apprentissage en situation, comment on peut se servir de l'apprentissage en situation, comment on peut, dans le cadre des dispositifs, que ces dispositifs soient nourris par l'apprentissage en situation, par la réalité professionnelle de l'enseignant. Il ne sert, par exemple, à mon sens, à rien de dire à un enseignant que la classe inversée est la bonne méthode pour ses 583 étudiants de L1. Certes, c'est bien la classe inversée, mais réfléchissons un petit peu à est-ce que c'est la meilleure façon pour moi, enseignant là, dans cette discipline, cette matière-là, avec les objectifs d'apprentissage qui sont ceux-ci, et avec le nombre d'étudiants que j'ai. D'où la question de l'adéquation avec les contextes de travail. On a aussi un principe important qui est celui de l'appui sur les conceptions. Alors j'entends par les conceptions des enseignants, les croyances et les connaissances. On a tous des conceptions. Hein. J'aime bien cette expression qui dit c'est les lunettes qui nous permettent d'interpréter le monde. Mais il ne sert à rien de combattre des conceptions si d'abord ces conceptions ne sont pas identifiées par l'enseignant et l'enseignante lui-même ou elle-même, et si on ne va pas en disant en fait c'est comme ça qu'il faut faire, pouvoir faire bouger les conceptions. Donc c'est vraiment important de prendre en compte cette question de contextualisation du contexte de travail et aussi des conceptions de l'enseignant et de l'enseignante. Troisième pilier des principes pour soutenir le développement professionnel, le principe de, alors jusqu'à présent je l'écrivais en latin, hinc et nunc, donc juste assez, juste à temps. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut former, proposer des dispositifs
dès le début qui soit très intensif, ou est-ce qu'il faut former des dispositifs qui soient mesurés, souples, légers, des formations mesurées, souples et légères? Alors là, je suis obligée de dire qu'il n'y a pas de réponse tranchée. Certains travaux disent, mais en fait, il faut des formations intensives parce que les effets sur la transformation de la pratique et sur les apprentissages des étudiants ne sont là que s'il y a une formation intensive d'un volant de temps d'heure. À l'inverse, vous avez des travaux qui tendent à dire que si on veut s'inscrire dans la réalité de l'agenda d'un enseignant universitaire, il vaut mieux des formations souples, légères, c'est-à-dire effectivement une demi-journée, 2 heures, une rencontre pédagogique de 2 heures, un café, etc. Ce n'est pas tranché. On a connaissance de l'idée du juste assez, jusqu'à temps, mais on ne sait pas dire aujourd'hui qu'est-ce que c'est que ce juste assez, juste à temps. L'idée aussi, c'est que ce qu'on propose dans les dispositifs en formation soit utilisable immédiatement. C'est en tout cas ce à quoi ces principes nous invitent. Alors, immédiatement ne veut pas forcément dire le lendemain, mais immédiatement veut dire ça me parle dans ma situation d'enseignement et donc je vois comment je pourrais l'intégrer dans ce qui est ma situation d'enseignement aujourd'hui ou ce qui sera ma situation d'enseignement au semestre prochain parce que j'aurai tel groupe ou tel enseignement à réaliser. Il y a aussi, cette histoire de juste assez, juste à temps, une question de qui sont les enseignants? Où est-ce qu'ils en sont de leur carrière? Qu'ont-ils déjà fait? Qu'ont-ils déjà mis en place? Comment ont-ils déjà évolué par rapport à ça? Donc l'idée qu'une formation soit la même pour tous à tous les niveaux n'est pas tenable, n'est pas soutenable. Et puis, certains diront, mais en fait, il faut aussi une politique des petits pas, c'est-à-dire ne bouleversons pas tout d'un coup, mais essayons d'accompagner les enseignants au fur et à mesure de leurs besoins et de leurs attentes. Dernier principe, en fait, pour soutenir le développement professionnel, le principe de variété, donc variété sur le fond. Toutes sortes de sujets peuvent être adoptés pour nourrir le développement professionnel dans le cadre des dispositifs. On peut parler des neurosciences, on peut parler de la mémorisation, comme on peut parler de méthodes pédagogiques actives, comme on peut parler de classes inversées, comme on peut parler d'outils qui vont servir tel principe, etc. Sur la forme, bon, là je l'ai déjà abordé en parlant de mesurer versus intensive. Sur les approches, qu'est-ce qu'on propose comme type d'approche dans le cadre du développement professionnel, mais en fait, on a aujourd'hui assez d'éléments pour dire que l'approche, la variété des approches, c'est-à-dire que l'enseignant ou l'enseignante puisse aller chercher une multiplicité de formes d'approches de développement professionnel, est ce qui va permettre que celui-ci fonctionne, sur les durées également, et puis sur les périodes enfin. Il y a aussi une discussion importante aujourd'hui en termes de la complémentarité en fait, de la formation formelle avec d'autres modes de développement professionnel qui sont plutôt effectivement l'apprentissage en situation ou le travail avec les pairs, mentorat ou tutorat. On n'a pas d'éléments aujourd'hui probants qui nous disent qu'un seul modèle fonctionne et ce qu'on voit par contre c'est que c'est effectivement la complémentarité des divers modèles qui va permettre effectivement le cheminement et le développement professionnel pédagogique. Alors, quels incitants en fait, locaux pour le développement professionnel? Dans le contexte où on était, qu'est-ce qui fait que les enseignants ou les enseignantes vont s'engager? Alors, je précise que ce travail-là avait été réalisé avec un collègue belge et un collègue suisse en 2012. Alors, 2012, c'était hier, et en même temps, c'est très loin. Parce qu'à l'époque où on a écrit ça, il n'était pas question de mettre en place une formation pédagogique obligatoire ou incitative pour les enseignants, en France en tout cas, et les collègues avaient été, eux, dans des contextes où il y en avait dans certains établissements, donc pilier 2, hein, si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré tout à l'heure du modèle originel de Stess. Et en fait, on a à ce moment-là donné ce qui nous paraissait être des incitants efficaces à ce moment-là, mais ce moment-là n'est pas le moment d'aujourd'hui. Les choses ont pu changer et on a écrit des choses qui peut-être aujourd'hui ne seraient plus d'actualité. Il y avait quand même 3 incitants forts qu'on retrouve à travers le monde. C'est l'incitation soutenir et accompagner. Donc soutenir et accompagner, c'est quoi? C'est avoir des gens, avoir des personnes ressources qui vont pouvoir nous aider.
que ce soit à travers des centres, alors centres qui soient centrales, qui soient détachés, parce qu'en fait, on trouve des centres d'accompagnement pédagogique quelquefois dans des établissements au sein des filières, au sein des départements. Donc là, ça rejoint la question de la discipline dont on parlait tout à l'heure, la socialisation disciplinaire. Le conseiller, la conseillère ou l'équipe de conseillers et conseillères qui sont dans les départements sont le plus souvent aussi des spécialistes de la discipline. Étaient pointés aussi les fonds d'encouragement à l'enseignement, alors que ce soit sous forme de fonds pour la mise en place d'initiatives ou de projets pédagogiques qui pouvaient effectivement amener l'enseignant à développer des nouvelles pratiques pédagogiques en étant soutenu financièrement ou techniquement ou les deux. Et puis, la question des résidences pédagogiques, alors là, c'est quelque chose d'un petit peu... C'était pas en 2012, puisque en fait, je parle là d'une expérience qui se met en place dans mon établissement, donc à l'Université de Bourgogne à Dijon, où pendant 6 mois, des enseignants vont avoir une résidence pédagogique où ils vont travailler à construire complètement un nouveau cours pendant les 6 mois de leur résidence, en étant accompagnés par le centre de pédagogie de l'établissement. Deuxième chose que nous proposions comme incitant, enfin que nous avions identifié comme incitant au développement professionnel, c'est la question de la clarification. Adopter une définition précise de l'enseignement, alors j'ai mis référentiel entre parenthèses, mais il y a à ma connaissance aucun établissement en France, et ce n'est pas le cas dans d'autres pays, où on a clairement écrit qu'est-ce qu'était l'enseignement dans l'établissement. C'est quoi notre vision de l'enseignement dans l'établissement? Mais ça, c'est très important, puisque si je vous demande là, pas ça, si je vous demande là de me dire c'est quoi pour vous l'enseignement, on va avoir quelques grandes tendances, mais en fait, on va avoir autant de définitions que d'individus. Ça repose tellement sur nos conceptions de l'enseignement, sur notre expérience, etc., que si on n'a pas une vision, alors partagée ou pas partagée, mais si en tout cas l'établissement ne nous dit pas, voilà, ici, dans l'université dans la commu Sorbonne Paris-Cité, notre vision de l'enseignement, c'est ça, comment les enseignants, effectivement, peuvent finalement s'inscrire dans un modèle qui est propre et particulier à chacune des personnes assises dans la salle. Et donc, si on se dote d'une clarification et si on se dote effectivement au sein de l'établissement d'une définition de l'enseignement, en fait, il est important de la faire reconnaître, connaître au sein des équipes enseignantes. Dernier point, derniers incitants qui pourraient effectivement contribuer au développement professionnel. Alors, en 2012, nous écrivions une décharge horaire en début de carrière pour participer à des formations. Ce qu'on écrivait à ce moment-là est réalisé, puisque à travers la mise en place du décret des 32 heures pour la première année, il existe quelque chose. Il existe même quelque chose pour les années 2 à 5, ces fameux 32 heures à répartir dans ces années-là. Autre incitant pour reconnaître et valoriser, c'est l'appui financier, c'est-à-dire l'appui financier ou l'appui technique qui va permettre de créer, de construire de nouveaux changements pédagogiques, ou en tout cas de réfléchir à son enseignement, ou en tout cas de se développer professionnellement. Les prix en enseignement ont eu... C'était une proposition en 2012, on sent bien que par rapport à ça, et culturellement, ça ne marche pas partout pareil. Les prix en enseignement fonctionnent bien dans certains pays, moins bien dans d'autres, où ils peuvent être perçus de manière parfois un peu négative, parfois un peu... Donc c'est un incitant possible, pour autant c'est peut-être pas l'incitant qui fonctionnerait pour tout le monde et tout le temps. Et puis, la question des dossiers de valorisation pédagogique, elle renvoie, parce que le dossier de valorisation pédagogique n'est qu'un outil, mais qui renvoie finalement à la question de la promotion, c'est-à-dire, est-ce que ce qui ne soutiendrait pas le développement professionnel pédagogique, ce n'est pas aussi de reconnaître l'activité d'enseignement pour nous Français au même titre que l'activité de recherche. Je vous laisse avec ça, on ne va pas trancher la question maintenant. Voilà, alors, je vous avais dit, je pense que j'ai encore 5 minutes, c'est parfait, parce que je voulais juste vous montrer ce qu'on sait aujourd'hui sur l'efficacité de ces dispositifs. Alors, ça demeure encore rare, on n'a pas des dizaines et des dizaines de recherches, mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur l'efficacité de ces dispositifs formels, quels sont les impacts sur le développement professionnel et sur le savoir enseigné universitaire? En fait,
je me suis essentiellement appuyée là sur une des premières méta-analyses effectivement de Gibbs et Goffey, qui nous disait qu'en fait, il peut y avoir des bénéfices individuels qui peuvent être immédiats ou différés. Et d'après Postarev, ceux-ci sont directement conditionnés à la durée de la formation. En fait, la posture de Postarev est de dire plus la formation est longue, plus et intensive, plus les effets sur les enseignements et sur les transformations pédagogiques sont réels. Alors, j'ai essayé de rassembler ça en 5 slides différents, enfin en 5 colonnes différentes. Ce qu'on sait sur les formations longues. Alors quand on dit formation longue, on trouve aussi bien des choses qui vont de 3 jours à 18 mois. Alors, ce n'est pas 18 mois intensifs en formation, ce n'est pas 18 mois où chaque jour on va aller assister à des conférences ou à des enseignements en pédagogie universitaire. C'est 18 mois où en fait on est dans une réflexion, dans un accompagnement, dans une multiplicité de dispositifs qui vont nous accompagner. Donc là en fait on a des effets, si on regarde ce que disent Gibbs et Goffey, qui font que les enseignants vont se retrouver plus ouverts en fait, aux méthodes pédagogiques actives. Méthodes pédagogiques actives qui sont aujourd'hui identifiées comme permettant plus d'apprentissage aux étudiants et des apprentissages plus en profondeur. On a un sentiment d'efficacité personnelle de l'enseignant ou de l'enseignante qui est augmenté. C'est-à-dire, l'enseignante va se sentir plus assuré, plus compétent en termes d'enseignement à la suite d'une formation longue, si on en croit Gibbs et Goffey. C'est ce qui va permettre de modifier les pratiques pédagogiques, toujours selon Gibbs et Goffey, et la méta-analyse de Preble dit, en fait, c'est ce qui va permettre aussi, ces formations longues, va permettre d'améliorer les apprentissages des étudiants. Donc ça, c'est quand il y a des formations dites longues. Quand il y a des ateliers courts, en fait, on avait eu l'occasion de travailler avec Christelle et Basile Bailly de l'Université de Lyon sur les effets d'un dispositif. Alors, est-ce qu'on le met dans atelier court, est-ce qu'on le met dans atelier long, puisque c'était quelque chose entre 3 jours et je ne sais plus exactement, enfin c'était plusieurs journées. Mais en fait, ce qui avait pu être montré, c'est qu'il y avait un effet plus important, des retombées plus importantes pour les enseignants débutants, de 3 à 6 années d'expérience. Et que ce dispositif qui était réservé à ceux-ci permettait effectivement un effet important. Que les ateliers courts fonctionnaient, je parlais tout à l'heure des teaching tips, fonctionnaient effectivement pour les techniques d'enseignement précises. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un sujet en particulier. Et puis, ce qui semble montrer, c'est que aussi bien ça marche sur des choses précises, là par contre, ça va être moins efficace sur une transformation globale des pratiques pédagogiques. Autre point, en fait, quand il s'agit de groupes ou de communautés de pratique, c'est-à-dire quand on fait avec ses pairs ou quand on fait avec une communauté de pratique identifiée ou non. Les effets, effectivement, fonctionnent, toujours chez Preble et ses collègues, sur le développement, en fait, de... j'arrive pas à le voir. De savoirs complexes, effectivement. Donc là, on n'est plus sur les techniques, on va être plus sur les savoirs complexes et les habiletés d'enseignement. Donc on va avoir plus quelque chose de complexe que la mise en place des ateliers courts qui permettrait a priori le développement de techniques courtes. Dernier point, le mentorat, l'accompagnement d'un spécialiste. Alors là, on a effectivement des effets qui sont identifiés pour une transformation plus globale. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir vraiment un retour plus important quand il y a un accompagnement spécialiste et une transformation sur un plus grand ensemble de pratiques, voire sur la totalité des pratiques pédagogiques. Et puis, dernier point, quand il s'agit de dispositifs formels et d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va cumuler les ateliers, le dispositif éventuellement long avec un accompagnement, là, effectivement, je suis désolée, je ne peux pas le lire et je l'ai oublié, le résultat. Merci, je suis désolée. On est effectivement plus, donc là on va voir qu'il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire au lieu d'avoir un enseignant ou une enseignante qui va être plus centré sur un paradigme enseignant, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, comment j'organise mon cours, on va plus être centré sur l'étudiant, qu'est-ce que l'étudiant en fait sait, comment j'interagis avec lui, comment je l'accompagne dans ses apprentissages, comment en fait je construis des enseignements qui vont lui donner une plus grande place que ce que je pouvais faire par le passé où j'étais vraiment sur la construction de mon enseignement sans
forcément tenir compte de l'individu étudiant, c'est-à-dire en interaction avec lui. Voilà, je vous prie de m'excuser pour la fin de cette slide que j'ai changée tout à l'heure et donc je n'aurais pas dû, puisque du coup, il me manquait des éléments. Voilà, je pense que j'ai tenu le délai. Merci.